Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le podcast Nutrition Sport Health. Aujourd'hui, je suis en compagnie du professeur Lantier. Bonjour professeur. Bonjour, C'est un plaisir de vous avoir sur le podcast. Ça fait un moment que j'essaie de vous avoir. Et puis, je vous avais eu également lors de séminaires durant mon master à l'UCL Louvain en sciences biomédicales. Donc, je suis extrêmement heureux de vous avoir aujourd'hui pour parler des pathologies du foie associées aux dysfonctions métaboliques. On va dire MALFT pour simplifier un petit peu le propos. Donc, est-ce que dans un premier temps, vous pouvez un peu voilà, vous présenter votre parcours médical et scientifique? tout à fait. Et un grand bonjour Arthur, c'est aussi un plaisir de retrouver des étudiants motivés quelques années après leur avoir enseigné les sciences biomédicales. Donc je suis Nicolas Lantier, je suis gastro-entérologue et hépatologue de formation et je travaille aux cliniques universitaires Saint-Luc à Bruxelles. Pour la moitié de mon temps, ça, vraiment médecin clinicien, je m'occupe des patients et plus spécifiquement des maladies du foie. Et plus spécifiquement au sein des maladies du foie, on est assez nombreux, donc on a la chance de pouvoir sectoriser cela. Je m'occupe encore plus donc de cette maladie qui est en pleine expansion, qui est la maladie stéatosique du foie liée à une dysfonction métabolique qu'on appelait auparavant NAFLD pour non-alcoolique. On peut y revenir par la suite. Et puis, la terminologie a évolué pour essayer d'appeler vraiment la maladie par ce qu'elle est, c'est-à-dire associée à un dysfonctionnement métabolique. Et voilà, et donc elle a été appelée MAFLD, comme vous l'avez dit. Et puis, ben, voilà, 1 an et demi que maintenant, les sociétés scientifiques se sont mises d'accord pour dire MASLD, pour changer le terme fatty en stéatotique pour être moins stigmatisant et un peu plus utiliser le langage médical. Donc ça, c'est pour la moitié de mon temps. Et l'autre moitié de mon temps, c'est que je suis chercheur à l'UC Louvain et au laboratoire de gastro-entérologie, donc pour le Fonds national de la recherche scientifique, le FNRS. Et j'ai la chance de pouvoir travailler à la fois en clinique sur cette maladie-là et en recherche, d'étudier les mécanismes de cette maladie, les complications au laboratoire où on effectue des recherches en partie chez l'animal, mais ça, c'est pas moi qui m'en occupe en première ligne, mais surtout de la recherche translationnelle, c'est-à-dire au départ des échantillons de patients, au départ des données patients, travailler sur les mécanismes, les complications au laboratoire. Très bien, ouais, ça doit être super excitant, motivant de pouvoir à la fois travailler avec des patients, des humains, et puis à côté pouvoir superviser la recherche fondamentale et clinique sur ce même sujet. Brièvement, est-ce que vous pourriez un petit peu voilà, définir plus précisément ce que sont les MALFT? Oui, bien sûr. Donc, c'est vraiment un spectre complet d'atteinte qui va d'un excès de graisse dans le foie et qui concerne maintenant plus de 30% de la population dans nos pays. Donc, excès de graisse, c'est ce qu'on appelle la stéatose. Et puis, eh bien, on sait que cet excès de graisse, dans une minorité de patients, donc 10% d'entre eux, donc on est environ aux alentours de 3% de la population, cet excès de graisse va être mal toléré et va entraîner des changements au niveau du foie et des changements inflammatoires et donc va entraîner une inflammation chronique et une souffrance des hépatocytes qui sont les cellules qui constituent le foie. Donc, ce n'est pas juste des hépatocytes qui sont chargés de graisse, mais alors on a ces hépatocytes qui sont chargés de graisse et en plus des petites cellules inflammatoires qui sont recrutées et des hépatocytes qui souffrent vraiment de ce contexte qu'on appelle des cellules ballonisées qui sont des cellules qui sont vouées à être soit ce qu'on appelle sénescentes, c'est-à-dire qu'elles continuent à vivre mais qu'elles ne sont plus métaboliquement actives, soit qu'elles rentrent vraiment en mort cellulaire, en apoptose. Et donc, cette situation plus spécifique qui concerne la minorité, là, et qui est caractérisée par cette inflammation, mais comme son mot l'indique, elle s'appelle donc stéatohépatite, c'est-à-dire qu'il y a de la stéatose, mais il y a aussi ce phénomène d'hépatite, donc d'inflammation. Et pourquoi c'est dangereux cette situation-là? C'est parce que à partir du moment où il y a cette destruction progressive des cellules qui constituent le foie, eh bien, on va arriver à un foie qui va moins bien fonctionner et surtout, il ne va pas être vidé de ses cellules, mais cet espace mort
va être remplacé progressivement par du tissu cicatriciel, un peu comme si on blessait tout le temps la peau au même endroit, et bien on aurait la formation d'une cicatrice. Donc on peut avoir la formation de ces cicatrices au niveau du foie, c'est ce qu'on appelle de la fibrose, et on voit cette fibrose qui évolue au fur et à mesure, et quand cette fibrose commence à former des ponts, des nodules, c'est ce qu'on appelle une cirrhose. Et là, on a des complications liées à la cirrhose. On connaît bien la cirrhose liée à l'alcool et on a tout à fait les mêmes situations. Sauf qu'ici, c'est pas lié à de l'alcool, c'est lié vraiment au contexte métabolique, comme le nom l'indique, et donc c'est plus fréquent chez les personnes qui sont en surpoids ou qui présentent une obésité ou qui présentent un diabète de type 2. Donc, tout un contexte métabolique partagé entre ces patients. Je voulais revenir sur ce que vous aviez dit au début du podcast. Donc, précédemment, on appelait ça les no-alcoholic fatty liver disease. Est-ce que vous pourriez expliquer un peu plus en détail pourquoi il y a eu ce changement de notation, de définition vers les MALT? Oui, et donc ça fait pas tellement longtemps, ça fait ce terme non-alcoolique fatty liver disease, donc NAFLT, il a été proposé en 1980, donc ça paraît vraiment tard. Et en fait, pourquoi? Parce qu'avant, on avait des petits cas sporadiques de ces maladies qui ont vraiment émergé avec l'augmentation, l'épidémie d'obésité d'après-guerre, qui est au fait liée à une augmentation de la consommation de sucre par la population. L'obésité a triplé, les cas de diabète de type 2 ont également augmenté de manière très très importante. Et on a vu apparaître des cas donc d'excès de graisse dans le foie qu'on avait l'habitude de voir chez des patients qui consomment trop de boissons alcoolisées. Mais là, progressivement, on s'est rendu compte de ces excès de graisse dans le foie chez des personnes qui déclaraient ne pas consommer de boissons alcoolisées. Et donc, il y a eu les premières séries de cas sporadiques. Et puis cette fameuse série en 1980 avec la proposition par un médecin pathologiste, donc c'est un médecin qui regarde les coupes du foie au microscope et qui a retrouvé une vingtaine de cas là, dont, si je ne me trompe, déjà 3 ou 4 présentaient une cirrhose. Et tous ces cas avaient un excès de graisse, déclaraient ne pas consommer de boissons alcoolisées et avaient quand même des dégâts de graisse, d'inflammation, de souffrance hépatocellulaire et de fibrose, voire même de cirrhose. Et en fait, ils se sont rendus compte que les caractéristiques communes de ces cas, c'était de présenter une obésité ou un diabète de type 2 ou des pierres dans la vésicule biliaire. Et donc, ils se sont dit, mais tiens, on a là des cas de stéatose qui ressemblent tout à fait à l'histologie, puisque c'était des pathologistes, à la maladie liée à l'alcool, alors qu'il n'y a pas d'alcool. Et donc, on appellera ça des maladies non-alcooliques, fatty liver disease, euh, pour décrire cela. Et progressivement, eh bien, après les années 80, évidemment, d'autres séries sont apparues. On a commencé à beaucoup mieux comprendre la physiopathologie de la maladie, et notamment le rôle de la résistance à l'insuline, le rôle délétère de l'alimentation, alors qu'avant, on pensait que c'était peut-être juste lié à l'alimentation riche en graisse, ou on a commencé à comprendre le rôle du sucre, et ainsi de suite. Et ces cas sont devenus de plus en plus fréquents. Et comme on a mieux compris la physiopathologie, les facteurs de risque, eh bien, il a été proposé, et c'est seulement en 2020, de changer l'appellation et de se dire, ben, ce n'est pas normal, on est pratiquement à la même prévalence que les maladies liées à l'alcool, et on continue à les appeler non-alcooliques en disant, mais il faut exclure l'alcool, il faut exclure d'autres causes de maladies du foie, comme les hépatites virales, et puis, in fine, les appeler non-alcool, ce n'est pas logique puisque l'on connaît les facteurs de risque, et en particulier le syndrome métabolique, eh bien, appelons-les MAFLD pour métabolique, fatty liver disease. Et là, cette nouvelle définition a été vraiment saluée par beaucoup de scientifiques en se disant, mais on parle enfin un langage positif, mais ça a été également fort critiqué, et fort critiqué principalement parce que toutes les sociétés scientifiques ne s'étaient pas mises d'accord. C'était une proposition d'un groupe au départ australien. Et il y a des sociétés d'endocrinologie, des sociétés d'hépatologie en Europe, aux États-Unis.
Et puis, il y avait le côté, éventuellement, ils font très attention à ça aux États-Unis, à ne pas être stigmatisant. Il y avait le mot fatty, il y avait, voilà. Et encore une critique supplémentaire, c'est qu'il y avait cette forme sévère qu'on appelait avant NASH, donc au sein des NAFL, les NASH, les non-alcooliques steatohépatitis, donc la forme inflammatoire, qui était un peu perdue dans la nouvelle définition MAFLD, d'où est arrivé alors là vraiment un consensus européen, américain, société d'obésité, société d'études du foie, société d'endocrinologie, qui propose maintenant vraiment un continuum au sein des maladies stéatosiques. Eh bien, il y a l'alcool, il y a le métabolique, MASLT, et au sein des, et puis il y a d'autres causes de stéatose plus rares, il y a des médicaments, des maladies génétiques et ainsi de suite. Et alors au sein des MASLT, on reconnaît encore la forme sévère qu'on appellera plus NASH pour non-alcool, mais MASH pour métabolique dysfunction associated steatohepatitis. Et là, enfin, il se pourrait qu'il y ait encore quelques remous, mais a priori, tout le monde est d'accord pour dire qu'on parle désormais en 2024-2025 de MASLT et MASH. Et ces pathologies du foie gras, donc elles sont de plus en plus fréquentes en Europe, c'est ça? Tout à fait. Donc, pour le foie métabolique au sens large, on est à 30-35% de la population qui a un excès de graisse dans le foie. Donc, c'est défini par, si on a accès à de l'histologie hépatique, plus de 5% des hépatocytes qui sont chargés en graisse. Et, euh, et puis, ben, on peut aussi le voir à l'imagerie, par exemple. Donc, on a ces chiffres-là de 30 à 35%. Ça ne veut pas dire que ces 35% vont développer une cirrhose, hein, mais c'est l'ensemble du spectre. Du coup, là, les 30 à 35%, c'est pour la Belgique ou c'est vraiment au niveau européen? C'est vraiment Belgique et Europe, a priori, c'est la même chose. Oui, c'est probablement plus élevé aux États-Unis. D'accord. Et du coup, quelles sont les conséquences d'avoir ces pathologies de dysfonction métabolique dans le foie? Donc, les conséquences, on peut vraiment les classer en deux grandes parties. On a des conséquences hépatiques, et ça, on les connaît depuis donc, cette série des années 80, 1980. C'est que une partie de ces patients vont développer la forme sévère inflammatoire, stéatohépatite, et puis donc 10% d'entre eux, et puis peuvent évoluer vers une fibrose progressive, une cirrhose. Et quand on a une cirrhose, un foie qui fonctionne moins bien, donc développer une jaunisse, développer du liquide dans le ventre, développer des saignements au départ de varices ésophagiennes, ou et alors avoir besoin d'une transplantation hépatique pour cette raison-là, ou bien un terrain propice, et ça peut être les deux, au développement d'un cancer du foie, donc du carcinome hépatocellulaire, qui survient également plus fréquemment en cas de cirrhose. Et là, à l'heure actuelle, quand on a une cirrhose qui se complique d'un carcinome hépatocellulaire, le seul traitement curatif, c'est la transplantation hépatique. Et donc, il faut savoir que maintenant, aux États-Unis, cette maladie métabolique, cette MASLT, est la première cause de transplantation hépatique. En Belgique, en Europe, c'est encore l'alcool qui est le numéro un, mais la deuxième cause, ce sont ces stéatoses métaboliques. Ça, ce sont pour les complications hépatiques propres au foie, donc qu'on a suspectées dès les années 80. Pour l'instant, on s'intéresse de plus en plus à la maladie parce que ce n'est pas par la cirrhose, l'hépatocarcinome, la décompensation hépatique que ces maladies vont le plus tuer, c'est plus par des complications qu'on appelle extra-hépatiques, donc en dehors du foie. Et on sait que la stéatose, donc d'origine métabolique, la première cause de décès qui y est liée, ce sont les événements cardiovasculaires. Donc ces patients vont plus développer d'infarctus du myocarde, d'accidents vasculaires cérébraux, avec un risque d'autant plus élevé qu'on a une stéatohépatite plutôt qu'une stéatose. Et donc, on a un risque majoré de développer ces complications-là. Première chose et première cause de décès. Deuxième complication extra-hépatique, c'est l'insulinorésistance, le foie stéatosique, et ça c'est un grand domaine de recherche dans notre laboratoire. Le foie stéatosique va participer à l'hyperglycémie. Pourquoi? Parce que le foie, normalement, il produit du sucre. Il est censé produire ce sucre dans les périodes de jeûne. Mais un foie qui est stéatosique, qui est chargé en graisse, va continuer à fabriquer du sucre malgré le fait que l'insuline lui demande de stopper cette production. Donc, il est résistant à l'action de l'insuline. Et c'est un des premiers mécanismes
qui peut mener plus tard à l'évolution du diabète de type 2. Et donc, ce foie stéatosique va participer à l'apparition du diabète de type 2. Et plus tard, quand le patient a un diabète de type 2, malheureusement, c'est un cercle vicieux, ça participe aussi à la sévérité de la maladie stéatosique du foie. Et alors, en dehors de ces deux grandes causes extra-hépatiques que sont les maladies cardiovasculaires et la résistance à l'insuline et le diabète de type 2, il y a également cette massole va entraîner des problèmes au niveau rénal, donc une diminution de la filtration glomérulaire, donc une altération de la fonction des reins, et puis aussi participe à l'émergence de certains autres cancers que les cancers du foie, et en particulier les cancers de l'endomètre, les cancers du sein, les cancers du côlon. Et actuellement, comment est-ce qu'on peut savoir qu'on a un foie stéatosé? Imaginons, Alors, voilà, j'aimerais me faire diagnostiquer, enfin, pour voir l'état de mon foie. c'est une bonne question parce que c'est vrai qu'à partir du moment où on dit que c'est fréquent, on aimerait pouvoir le dépister. Euh, Évidemment, le plus joli et le diagnostic de certitude, ce serait d'avoir une biopsie du foie, hein, puisque j'ai dit que c'est 5% des hépatocytes qui sont stéatosiques à la biopsie, mais évidemment, cette biopsie, elle n'est pas réalisable chez 30%, enfin chez 100% de la population si on veut rechercher ça, et en particulier, si on va trouver cette maladie chez 30%, on ne pourra pas se permettre de suivre non plus les patients en leur faisant des biopsies répétées pour rechercher cette maladie, mais ce serait l'examen de référence. On a des marqueurs indirects, et en particulier d'imagerie. Si on regarde avec une simple échographie, donc le même appareil que ce qu'on propose aux femmes enceintes pour suivre la grossesse, donc quelque chose qui est tout à fait indolore et sans risque. Et on peut voir avec la sonde d'échographie l'aspect du foie par rapport à l'aspect du rein. Et le foie, s'il est stéatosique, s'il est chargé en graisse, mais il va paraître beaucoup plus blanc, beaucoup plus brillant que le rein. Ça, c'est un des premiers motifs pour lesquels les patients nous sont envoyés. C'est qu'une imagerie, une échographie du ventre a été faite, par exemple, dans un cadre d'un bilan de douleur abdominale, et le radiologue tombe là-dessus. Et puis à côté de ça, on a d'autres possibilités. Il y a ce qu'on appelle des scores clinico-biologiques qui ont été mis au point, dont un qui s'appelle le Fatty Liver Index. Et donc là, c'est se baser sur l'indice de masse corporelle, le périmètre abdominal, le taux de gamma-GT, le taux de triglycérides. On peut calculer ça dans une formule qui est disponible gratuitement. L'intérêt des scores, c'est que ce sont des données qu'on a chez tous les patients, et donc c'est facile. La critique, éventuellement, c'est que c'est évident pour des scores qui sont très hauts, on est sûr qu'il aura une stéatose, ce patient-là, ou des scores qui sont très bas, on est sûr qu'il n'aura pas de stéatose, mais entre ces deux résultats, on a des zones grises. Et alors, dernière chose, on a des techniques d'imagerie qui sont plus poussées, mais là qui sont vraiment dans le domaine spécialisé, qui ne sont pas spécialement disponibles dans tous les centres, quoique ça évolue. C'est des techniques d'élastométrie, et notamment de ce qu'on appelle la machine FibroScan de la firme EcoSense, qui nous donne à la fois la dureté du foie, ça on va peut-être y revenir, mais qui nous donne aussi l'atténuation de l'ultrason. Et donc là, ça nous donne vraiment un résultat chiffré sur le taux de graisse dans le foie, et c'est bien corrélé à ce que l'on peut voir à la biopsie du foie. Et alors à côté de ça, encore mieux que ces techniques d'élastométrie, c'est de la résonance magnétique. On fait ça dans le cadre de la recherche de protocoles pour des médicaments dans la maladie. Et on a alors là des résultats qui se rapprochent de manière extrêmement fiable à la biopsie du foie pour quantifier la surcharge en graisse au niveau hépatique. Mais c'est un examen de résonance magnétique, et ce n'est pas approprié pour un dépistage à large échelle. Ces examens sont coûteux. Peut-être pour donner un petit peu d'espoir aux éditeurs, est-ce que ces pathologies du foie sont réversibles? Et bah, peut-être nous donner quelques conseils de base pour essayer de les éviter, tout simplement. Oui, tout à fait. Alors, c'est réversible, oui. C'est un message vraiment très important. C'est-à-dire qu'un patient, à un moment donné, peut évoluer, et on voit toujours l'évolution comme étant quelque chose de péjoratif, c'est-à-dire on décrit, ah, il y a une stéatose, puis il y a une stéatohépatite, puis il y a de la fibrose, puis il y a une cirrhose, puis il y a le cancer et le décès. Mais on peut faire marche arrière, et on peut faire marche arrière, et on le sait maintenant, on peut faire marche arrière encore
très loin. C'est-à-dire qu'avant, on pensait que la fibrose et les cicatrices, c'était quelque chose d'installé, qui ne faisait pas marche arrière. Alors évidemment, quand il y a juste de la stéatose, sans inflammation, sans fibrose, il suffit de perdre 3 à 5 du poids et cette stéatose diminue. Ça, c'est le premier point. Ça paraît bête de dire cela, mais il a fallu vraiment attendre des études récentes, dans les années 2010, hein, qui ont montré, avec de l'histologie avant-après, que ça diminuait. Même quand on est au stade plus avancé de stéatohépatite, d'inflammation, eh bien, de nouveau, une perte de poids de l'ordre de 7-8% permet de faire marche arrière. Et le tissu cicatriciel, la fibrose, est réversible également. Et dans les études, en un an, une perte de 10% du poids est associée à une diminution donc de la stéatose, de l'inflammation, mais également de la fibrose. Et donc, finalement, ce qu'on voit maintenant, c'est que même des stades de cirrhose, qu'on pensait vraiment figés, complètement, eh bien, les stades débutants, pas la cirrhose avancée avec des complications, mais les stades débutants eh bien, sont également réversibles. Évidemment, ça prend plus de temps que si on a juste un excès de graisse. Ça, et comment est-ce qu'on y parvient? Eh bien, en visant une perte de poids. Ce qu'on sait maintenant aussi, c'est que même sans perte de poids, juste rééquilibrer son régime alimentaire et donc diminuer ce qui a causé la maladie. Et bien souvent, ce qui a causé, je l'ai dit, c'est un régime trop riche en graisse, trop riche en sucre, notamment en fructose, fructose qu'on retrouve dans la nature, dans les fruits ou dans le miel, mais qu'on retrouve maintenant dans l'alimentation, dans de nombreux autres aliments. Réduire cela, revenir à une assiette équilibrée, permet d'améliorer la situation, parfois même sans être lié à une perte de poids. Et puis la perte de poids, et c'est important pour ce podcast, j'en suis sûr, mais la combinaison gagnante, évidemment, c'est à la fois de faire attention à la qualité et à la quantité de l'assiette, mais également de viser une activité physique. Et là, il y a quelques résultats qui commencent à arriver sur activité physique seule, mais évidemment, la combinaison qui fonctionne extrêmement bien, c'est à la fois de faire attention à l'assiette et au verre, puisqu'il y a du fructose dans les sodas, mais également de viser une activité physique régulière. Ouais, c'est vrai, c'est un beau message d'espoir. Personnellement, j'étais pas non plus au courant que la fibrose hépatique pouvait être réversible. Je pensais vraiment que dès qu'il y avait ce tissu cicatriciel, bah, en fait, on pouvait plus forcément revenir en arrière. Donc, c'est assez bah, important que vous le souligniez. Peut-être pour finir ce podcast, est-ce que vous seriez d'accord de nous parler brièvement de résultats que vous avez menés au sein de votre laboratoire avec vos doctorants? Pas Oui, bien forcément sûr. les résultats non publiés, parce que voilà, on sait avec enfin, tout ce qui est publication, éditeur, c'est compliqué, mais des résultats déjà publiés peut-être ces dernières années. Oui, bien sûr. Donc, peut-être deux grands chapitres. À côté de ce qui se fait avec les doctorants, il y a vraiment des patients qui présentent des maladies sévères et donc des résultats où on participe à des études cliniques. Ça paraît bizarre en se disant que l'alimentation un changement d'alimentation permet d'améliorer la situation, mais il y a tous des patients qui essayent de changer leur alimentation depuis des années et qui ont quand même développé des maladies sévères. Et puis, il y a des patients qui ont une prédisposition génétique à faire des maladies sévères. Et donc, pour éviter le risque de enfin la nécessité de transplantation et les complications, eh bien, on travaille sur le développement de médicaments pour ces formes sévères en association avec les mesures diététiques. Et là, grand message, la première molécule vient de passer les étapes et avec des résultats de phase 3 qui sont favorables. Donc, on pourrait voir ce médicament arriver en Europe dans les prochains mois ou prochaines années. Et donc ça, c'est un message aussi pour les patients qui ont des formes sévères et c'est aussi un chapitre sur lequel nous travaillons. À côté de ces recherches purement cliniques sur les médicaments, nous, actuellement, au laboratoire, ce sur quoi on travaille vraiment, et c'est intéressant par ce que je disais, donc la combinaison changement dans l'assiette et exercice physique, ce sont vraiment les liens entre le foie et le muscle squelettique.
parce qu'on s'est rendu compte avec un doctorant du laboratoire qui est Maxime Lachique, qui a effectué sa thèse récemment, que les patients qui présentaient une forme sévère, donc de stéatohépatite, étaient également des patients, il avait mis ça en évidence au départ chez l'animal, et puis on l'a confirmé chez l'être humain, sont également des personnes qui ont un excès de graisse dans les muscles, ce qu'on appelle une myostéatose. Donc, on a vraiment ces cellules musculaires qui sont chargées en graisse. Et donc, on travaille vraiment sur le dialogue qu'il peut avoir entre le foie et le muscle squelettique dans la pathogenèse de la maladie, avec dans l'idée maintenant de, eh bien, si on voit ça, essayons de cibler cette graisse dans le muscle pour voir si on parvient à la diminuer chez ces patients-là par différents types d'exercices physiques. Et deuxièmement, si on parvient à la diminuer, est-ce que c'est également associé à une diminution de certaines molécules qui agiraient comme des messagers entre le muscle et le foie? Et est-ce que ça permet également d'améliorer l'état du foie chez ces patients? Bah, écoutez, professeur Lantier, merci beaucoup pour le temps que vous m'avez accordé. Ce que je retiens vraiment du podcast, du coup, c'est que finalement, on peut encore agir pour le patient pour bah, des formes un peu plus développées de ces pathologies du foie. Donc, c'est un beau message d'espoir, je pense, et surtout d'accentuer sur le fait que l'assiette a son importance, avec notamment aussi l'activité physique, bien sûr. Ben voilà, en tout cas, merci beaucoup pour votre temps et à bientôt. Au revoir. Merci beaucoup pour votre intérêt. À bientôt.